vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Un multimillionnaire excentrique. En gros, Peter Shellard agissait comme bon lui semblait, sans se soucier des autres. C'était un homme très impulsif. Une mort obscène. Il se peut qu'il ait eu un rapport sexuel sadomasochiste qui a mal tourné. Et une enquête qui captive le pays entier. Cette affaire avait tout du scandale. Pratiques sexuelles salaces, argent à foison et une liste d'ennemis interminable. Je n'avais jamais rien vu de tel. Ça sortait vraiment de l'ordinaire. L'Australie est frappée par une sombre histoire. C'est tout de suite dans Crime en haute société. En mai 2005, un samedi après-midi, Melbourne devient le théâtre de l'un des plus grands mystères d'Australie. Les urgences ont reçu un appel d'une femme disant qu'elle avait découvert son petit ami à la maison, couvert de sang. La victime s'appelle Peter Shellard, baron de l'immobilier de 56 ans. D'après la description, son état est des plus inquiétants. On entendait des hurlements au bout du fil. Alors on a immédiatement envoyé les secours. En quelques minutes, la police et les ambulanciers arrivent à la tentaculaire propriété du 19e siècle de Shellard, baptisée Ross Craddock. Quand on est entré, on a entendu des hurlements hystériques. Mon partenaire Christian et les deux ambulanciers se sont dirigés vers l'endroit d'où provenaient les cris. L'intérieur de la maison est rempli d'un assortiment hétéroclite de vêtements de femmes onéreux, de pièces détachées de voitures de luxe et de meubles anciens et luxueux. Dans certaines pièces, il fallait longer les murs car l'espace était encombré d'affaires en tout genre. Les secours parviennent enfin à la chambre à coucher. Là, ils trouvent Shirley Withers agenouillée près du corps de son petit ami. Il portait une robe de chambre et il était ligoté. Il avait des sortes de menottes au niveau des chevilles et des poignets. Une lanière en cuir agrémentée d'une boule lui recouvrait la bouche. Et des liens et lanières en cuir lui entravaient plusieurs parties du corps. Il y avait tout un attirail sexuel dans la chambre, comme des cravaches, des chaînes et d'autres accessoires de ce genre. Je n'avais jamais rien vu de tel. Cette affaire sortait de l'ordinaire. Ligoté avec du matériel de bondage, voilà une tenue fort inhabituelle pour faire la rencontre du grand créateur. Les enquêteurs doivent déterminer si la victime est morte par accident ou s'il s'agit d'un meurtre. Certaines pratiques sexuelles peuvent inciter les personnes qui les pratiquent à s'attacher ou à frôler l'asphyxie, notamment lors de séances de masturbation. Et il arrive parfois qu'une personne meure de façon soudaine et inattendue pendant l'acte. Mais une analyse plus poussée des traces de ligature révèle une absence éloquente de bleu sur la peau. Les liens qui attachaient la victime semblaient très lâches. Et j'ai émis l'hypothèse que ces cordes pouvaient avoir été placées sur le corps alors que la victime était inconsciente ou déjà morte. Le docteur Ranson estime que la mort de Shellard remonte à près de 24 heures au moment de la découverte du corps. La cause du décès semble due à un coup porté à la tête. On a trouvé de multiples traces de lacération. Il s'agissait de fissures ou de déchirures sur la peau causées par des coups. Toutes ces indications tendaient à prouver qu'il avait sans doute été impliqué dans une bagarre violente ou qu'il avait participé à une séance de bondage sexuel ayant mal tourné.
Que sa mort soit accidentelle ou intentionnelle, une autre personne se trouvait forcément sur les lieux au moment du drame. Mais établir une liste de suspects s'annonce une tâche des plus ardues. Selon Shirley, des personnes plus étranges les unes que les autres venaient faire des affaires avec Shellard dans sa demeure toujours grande ouverte. Elle a volontairement déclaré à la police que n'importe qui pouvait entrer dans la maison à tout moment, car la porte était toujours ouverte. Les enquêteurs fouillent l'immense demeure à la recherche d'indices. Le premier élément significatif qu'ils découvrent concerne le téléphone de la chambre de Peter. Il y avait des traces de sang sur le téléphone, ce qui nous a conforté dans l'idée qu'une tierce personne était présente sur les lieux. Dans la cuisine, les enquêteurs découvrent un autre indice, une cigarette. La cigarette avait été allumée, mais la personne n'en avait tiré que quelques bouffées avant de la poser et de l'oublier sur un comptoir de la cuisine. Elle s'est consumée jusqu'au filtre et s'est éteinte. Mais une mystérieuse trace de rouge à lèvres est visible. Immédiatement, cette cigarette est devenue notre indice principal. La police entame une enquête de voisinage et trouve un témoin qui était éveillé à 1h30 du matin. Une jeune femme avait entendu des cris et des hurlements au cours de cette nuit-là. Les enquêteurs interrogent les autres voisins de Shellard, mais personne d'autre n'a entendu ni vu quoi que ce soit d'inhabituel. Ils se tournent ensuite vers la petite amie endeuillée, Shirley. Elle déclare que Peter était très heureux les temps précédant sa mort, qu'ils étaient très amoureux et qu'ils avaient prévu d'aller au cinéma ce soir-là. Mais à son arrivée, elle le découvre gisant au sol. Il était allongé sur le flanc et son corps avait été recouvert de plusieurs draps ou couvertures. Au début, elle a cru qu'il dormait. Mais quand elle a retiré l'un des draps qui lui recouvrait la tête, elle a vu un filet de sang couler de sa bouche. Mademoiselle Withers a déclaré que M. Shellard était amateur de bondage, contrairement à elle. Les cravaches, tous les accessoires de bondage n'appartenaient pas à la jeune femme qui n'avait jamais rien utilisé de tel. Un millionnaire décédé. Une mystérieuse trace de rouge à lèvres sur une cigarette. Voilà le point de départ de ce qui pourrait être un excellent polar, et les énigmes vont d'ailleurs s'accumuler. Quand le millionnaire australien Peter Shellard est découvert ligoté, passé à tabac et assassiné, les enquêteurs sont dans l'impasse. Étrangement, une seule personne semble dévastée par le décès de Shellard. Ce n'est pas tous les jours que, dans une affaire de meurtre, les voisins déclarent aux journalistes que la victime était un sale type. Les enquêteurs cherchent des indices dans le passé de Shellard. Peter n'était pas comme les autres. Certains le décrivaient comme un homme excentrique, très intéressant et intelligent, et qui avait toujours plein de bonnes idées. Peter Shellard est un franc-tireur. Au lieu d'aller à l'université, le jeune arriviste commence à vendre des biens immobiliers dans Brighton, quartier select de la ville. Brighton est un quartier très chic de Melbourne, où vivent des célébrités, des stars de la télévision et des célébrités du monde sportif. Brighton n'est pas juste un quartier, c'est un mode de vie à part entière. Les premières années, Peter travaillait pour un patron. Puis il a monté sa propre affaire et s'est très vite emparé du marché. Quand dans les années 1980, les prix de l'immobilier explosent, Shellard devient millionnaire. Il s'installe avec sa première femme, une institutrice prénommée Jane, qui lui donne une fille. Mais le travail passe toujours en premier. Il était accro au travail. Il se donnait corps et âme à son activité. C'était un peu une question d'ego, il était comme ça. Peter et sa société ne faisaient qu'un. Peter Shellard était décrit comme quelqu'un qui n'en faisait qu'à sa tête. Peter Shellard agissait comme bon lui semblait, sans se soucier des autres. Son comportement lui attirait régulièrement de nouveaux ennemis. Shellard se découvre bientôt une nouvelle passion, acheter et restaurer des voitures anciennes. Mais alors que son empire continue de s'étendre, Peter piétine de nombreuses plates-bandes. Peter Shellard ne mâchait pas ses mots. Il n'était pas très apprécié par ceux qui avaient la malchance de croiser son chemin.
qu'il s'agisse de ses voisins, d'associés ou des membres du conseil municipal. En gros, il se disputait avec toutes les personnes qu'il rencontrait. Les voisins déclarent que Peter les traitait comme ses locataires et qu'il n'avait aucun scrupule à entrer dans leur propriété. En sortant de chez lui, un voisin a eu la surprise de trouver une des voitures de Shellard garée dans son garage. Il est donc allé voir Shellard pour lui demander de retirer sa voiture. Au lieu de ça, Shellard a fait démolir le garage. Avec une telle liste d'ennemis, les enquêteurs ont du pain sur la planche. C'était une affaire tout à fait inhabituelle, parce que pour la première fois, la police ne cherchait pas un meurtrier et un mobile. Les enquêteurs s'échinaient à trouver une personne qui n'aurait pas souhaité la mort de Shellard. Mais les enquêteurs doivent également prendre en considération la nature sexuelle particulière du crime. L'une des premières théories proposées était qu'il s'agissait d'un rapport sexuel consenti qui avait mal tourné. La police part à la recherche d'indices dans le milieu sadomaso de la ville. D'après ses amis, Shellard était un habitué de l'établissement appelé Hellfire. Le club Hellfire était grosso modo un endroit où vous pouviez réaliser tous vos fantasmes, quels qu'ils soient. De drôles de choses se passaient là-bas. Les employés du club ont affirmé ne pas avoir vu Shellard depuis plusieurs années. Mais on ne pouvait exclure aucune hypothèse à ce stade de l'enquête. Mais la source des problèmes n'est peut-être pas aussi lointaine. Comme le découvrent les enquêteurs, l'achat du manoir Rose Craddock, réalisé en 1984 par Shellard, lui a attiré beaucoup plus d'ennemis que la scène sadomaso. La propriété comptait parmi les plus vastes de Coldfield North. Peter Shellard avait prévu de démolir le manoir, vieux de 150 ans, puis de créer plusieurs lots de terrain qu'il pourrait louer ou vendre. Cependant, le conseil municipal s'oppose au projet. Le conseil considérait que le manoir était un monument du quartier et faisait partie de l'héritage historique de la ville, empêchant ainsi toute manœuvre de la part de Peter. Les enquêteurs apprennent qu'à cette même époque, le mariage de Shellard est sur le déclin. Au cours des 5 années suivantes, il doit faire face à un douloureux divorce et à des querelles répétées avec le conseil municipal. Découragé, il assiste sans rien faire au délabrement de son manoir. Puis, au milieu des années 90, l'homme prend un nouveau départ. Il épouse une femme nommée Elizabeth Lakina, avec qui il a 2 filles, et accueille sa nouvelle famille à Rose Craddock. J'ai cru que ce manoir, avec ses grands espaces au cœur de la ville, serait un endroit agréable à vivre. L'endroit parfait. Il aimait les animaux ainsi que le style de vie campagnard, tout comme moi. Shellard projette de restaurer la propriété, mais encore une fois, la ville lui met des bâtons dans les roues. J'ai trouvé que le conseil en faisait trop. Qui a besoin d'un permis pour repeindre l'intérieur de notre maison? Alors qu'ils pensaient que la liste des ennemis de Shellard ne pouvait pas être plus longue, les policiers apprennent que l'homme s'était lancé dans une nouvelle aventure. Une concession de voitures de luxe et une société de restauration d'une valeur de plusieurs millions. Il voit une véritable passion à la marque et aux voitures Rolls-Royce. Il aimait les belles choses et ses voitures étaient les meilleures. Mais je crois qu'il était aussi question d'amour-propre. Il voulait impressionner les autres. À la consternation de ses voisins, Shellard établit sa société dans son jardin. Monsieur Shellard collectionnait les Rolls-Royce et les exposait sur les terres de sa propriété, à différents stades de restauration. Qu'il s'agisse de voitures prestigieuses, une collection d'épaves sur une pelouse ne fera jamais plaisir aux voisins. Mais malgré les objections, Shellard s'entête et maintient son affaire de restauration en plein air.
Globalement, les voitures de luxe semblent attirer les personnes excentriques. Les gens se rendaient à la demeure de North Caulfield où ils flânaient et achetaient des pièces détachées ou discutaient avec Shellard. Cette entreprise ne ressemblait en rien à une société ordinaire, mais l'argent y coulait à flot. En 1997, Shellard fait la une de la presse internationale quand il essaie d'acheter l'entreprise automobile de luxe. Qu'un homme de Melbourne, en Australie, essaie d'acheter cette société d'une valeur de plusieurs millions de dollars, ça allait forcément faire des remous et attirer l'attention des médias. Bref, tout ce qu'aimait Shellard. Ça a été bénéfique d'un point de vue publicitaire. C'était typique de Peter, il s'est beaucoup amusé. Mais comme l'apprend la police, cet échec porte un nouveau coup au moral de Shellard. Souffrant de cyclothymie, Peter est victime de brusques sautes d'humeur. Il y avait des hauts et des bas, et quand il était entre ces deux extrêmes, il était merveilleux. J'avais l'impression de vivre avec 3 personnes différentes. Son second mariage se termine en 1997 par un divorce à l'amiable. Il lui arrivait de venir faire un scandale au poste de police, expliquant aux policiers qu'ils avaient tort d'appliquer certaines lois qu'ils n'approuvaient pas. Il a été expulsé des bureaux municipaux à plusieurs reprises pour avoir essayé d'utiliser leur téléphone pour passer ses appels internationaux. Il pensait avoir tous les droits. Malheureusement, les autres n'étaient pas de cet avis. Il agissait de façon impulsive. Selon des témoins, Shellard devient un habitué du microcosme sadomaso de Melbourne. Puis un soir, dans un club, il rencontre Shirley Withers et tombe amoureux. Même son ex-femme admet qu'ils formaient un beau couple. Elle était une personne normale, gentille, un peu timide. Elle regardait souvent par terre quand on lui parlait. Mais elle avait l'air d'être une bonne compagne pour Peter. Shirley devient la comptable de la société automobile de Shellard. Et Peter l'installe dans l'une de ses plus belles maisons. Il aimait son travail et elle travaillait avec lui. Elle donnait l'impression de porter le même intérêt que lui aux voitures. Et elle s'intéressait à son travail et à sa vie. Elle semblait être la compagne idéale. L'argent de Peter Shellard a ouvert de nombreuses portes à Shirley et lui a permis de réaliser son rêve, celui d'ouvrir sa propre boutique. Elle a acheté pour des centaines de milliers de dollars de robes. Sa boutique en était pleine à craquer, à tel point qu'il était difficile de se déplacer. Ensemble depuis 4 ans, Peter et Shirley sont sur un petit nuage. Mais un court-circuit semble se produire dans l'esprit de Shellard. Selon ses amis, le tyran se met à craindre des représailles. Malheureusement, il a accumulé tellement d'ennemis au fil des années et fréquenté tellement de personnages douteux qu'il lui est impossible de mettre le doigt sur l'origine de cette prétendue menace. Il avait l'air soucieux à l'époque. Il se sentait en danger. Je lui avais dit de veiller à bien verrouiller ses portes. Trouver des indices est un véritable casse-tête pour les policiers. Jusqu'à ce qu'une preuve relevée par hasard lors d'une expertise médico-légale donne un nouveau souffle à l'enquête. L'histoire de la mort licencieuse de Peter Shellard fait la une dans toute l'Australie. Cette affaire avait tout du scandale. Pratiques sexuelles salaces, argent à foison et une liste d'ennemis interminable. Pendant ce temps, la police reçoit le rapport d'autopsie. Il révèle que l'homme de 56 ans souffrait d'une grave cardiopathie coronarienne. Les blessures que j'ai pu constater indiquent que cet homme a été violemment agressé ou très excité d'un point de vue physiologique, ce qui aurait pu accroître le risque d'arrêt cardiaque brutal. Mais une foule d'autres mystères demeurent. Dans le rectum de Shellard, les médecins trouvent un suppositoire contenant une pâte blanche. J'ai prélevé cette pâte blanche pour une analyse toxicologique. Cet homme s'était vu infliger de multiples blessures et j'étais curieux de savoir si ces drogues avaient joué un rôle dans sa mort. Dans l'intervalle, des experts médico-légaux cherchent des empreintes digitales et de l'ADN sur le matériel de bondage trouvé dans la maison.
Au début, j'ai eu du mal à comprendre à quoi servaient tous ces objets. L'un des éléments comportait un anneau en métal auquel 3 lanières en cuir étaient attachées, avec une boucle. J'avais besoin de savoir comment on utilisait ce matériel dans le cadre d'une relation sexuelle avec bondage pour cibler les zones adéquates de chaque objet. Des dizaines d'échantillons sont envoyés au laboratoire pour être examinés, y compris le mégot taché de rouge à lèvres et le téléphone ensanglanté. J'ai examiné les traces de sang, plus spécifiquement sur le combiné. Ma conclusion, c'était qu'une personne dont la main et la bouche étaient ensanglantées avait tenté de se servir de ce téléphone. Alors que les experts de scènes de crime espèrent découvrir à qui appartiennent les empreintes laissées sur le téléphone, la police se tourne vers la petite amie de Shellard, Shirley, pour établir la chronologie des événements. La dernière fois qu'elle l'avait vu, c'était la veille au matin, avant qu'elle emmène ses enfants à l'école. Il avait passé la nuit chez elle, à Bentley East. Shirley part la première et passe la journée dans sa boutique de vêtements. Elle ne sait pas à quelle heure Peter quitte la maison. Elle a déclaré lui avoir téléphoné plusieurs fois dans la journée depuis la boutique. Elle avait essayé de le contacter pendant la soirée pour le prévenir qu'elle finirait tard, mais ses appels étaient restés sans réponse. Le lendemain matin, elle essaie de le joindre à nouveau, en vain. Elle a dit ne pas s'être inquiétée outre mesure, et il sortait souvent sans prévenir. Quand elle a eu terminé son travail, elle a appelé Peter pour lui dire qu'elle rentrait à la maison, mais il n'a pas décroché. Alors elle a décidé d'aller acheter un plat à emporter, puis de se rendre à Rose Craddock Place pour dîner avec Shellard, avant d'aller au cinéma comme prévu. Le relevé téléphonique de Shellard indique que son dernier appel a été passé vendredi soir à l'un de ses clients de la concession. Mais un examen approfondi des appels entrants suscite quelques interrogations. Comme elle l'a déclaré, Shirley Withers avait passé un appel depuis l'endroit où elle avait acheté le repas. Mais contrairement à ce qu'elle avait prétendu, elle n'avait pas appelé Peter pour savoir ce qu'il faisait ou comment il allait. Les enquêteurs mettent ensuite le doigt sur une singularité. Shirley a reçu des dizaines d'appels d'un numéro local dans les jours précédant le meurtre de son petit ami. Nous avons établi que le propriétaire du téléphone était un certain Stanley Kalinokos. Stanley Kalinokos était un consommateur de drogue et un petit délinquant. Il avait déjà été jugé et condamné à plusieurs reprises dans le passé et était à l'époque accro à l'héroïne. En discutant avec les policiers qui avaient déjà eu affaire à lui, on a appris que Kalinokos était un adepte du bondage. Et ce n'est pas le seul lien qui le relie à l'affaire. Les empreintes sanglantes correspondent à celles d'une petite voleuse nommée Sofia Stoupas, qui se trouve être la petite amie de Kalinokos. Cette découverte a été une grande avancée dans l'enquête, car on savait désormais que Sofia Stoupas se trouvait non seulement à l'intérieur de la maison, mais qu'elle avait aussi du sang sur les mains. C'est un détail d'importance. Les tests ADN confirment que c'est Sofia qui a fumé la cigarette dans la cuisine de Shellard. Mais la police est persuadée qu'elle n'a pas agi seule. Étant donné la taille et la corpulence de M. Shellard, on en a conclu que Kalinokos se trouvait avec elle pour ligoter la victime. Mais quel est le lien avec Shirley? On souhaitait vivement établir le lien entre ces deux délinquants et Mademoiselle Withers pour voir où ça nous mènerait, car cette affaire sortait de l'ordinaire et personne ne se serait attendu à ce genre d'association. Décidément, les liens jouent un rôle prépondérant dans cette histoire. On n'a jamais été aussi près de découvrir ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, mais de nombreux secrets restent encore à être éclaircis. Au cours des semaines suivant le meurtre de Peter Shellard, les policiers se concentrent sur Stanley Kalinokos et Sofia Stoupas. Le sang retrouvé sur le téléphone prouvait la présence de Stoupas dans la maison et nous avons aussi pu relier Withers à Kalinokos, mais nous ignorions alors quel rôle chacun avait joué dans cette histoire. La police met leur téléphone sur écoute dans l'espoir d'obtenir une piste ou une connexion. Les écoutes ont duré quelques semaines, mais Shirley Withers et Stan Kalinokos ne se sont pas contactés. Alors que l'enquête est en perte de vitesse, un nouvel indice est mis au jour. Le suppositoire trouvé dans le rectum de Peter Shellard contient de l'oxycodone, un stupéfiant. Et le plus étonnant, c'est que le suppositoire a été introduit après la mort de Shellard.
D'après nous, l'insertion du suppositoire après le décès était intentionnelle et avait pour objectif de nous faire croire que Shellard était un consommateur de drogue régulier et qu'il avait fait une expérience qui avait mal tourné. Et ce n'est pas tout. Une analyse révèle la présence d'une très grande quantité d'héroïne dans le sang de Shellard, mais pas dans son urine, suggérant ainsi une forte injection quelques minutes avant son décès. Peter était contre les drogues. Il n'avait aucune tolérance pour ce vice. Il ne supportait même pas les cigarettes et ne buvait que dans les soirées. Le médecin légiste ne sait pas si la mort est due au coup sur le crâne, à l'héroïne, à sa maladie cardiaque ou à une combinaison de ces trois facteurs. En tout cas, le tueur ne lui a laissé aucune chance. L'autopsie prouve sans conteste que la mort est survenue peu de temps après l'injection. Étant donné qu'il était ligoté, on lui a forcément administré l'héroïne, soit pour le rendre plus docile, soit pour le tuer. Cette analyse a confirmé beaucoup de nos soupçons. Kalynokos et Stoupas étaient des accros à l'héroïne notoires et on a retrouvé de l'héroïne dans le sang de Shellard. Ensuite, on s'est posé la question du mobile. L'injection était-elle destinée à le tuer ? Avant que les enquêteurs ne puissent répondre à cette question, ils trouvent une autre piste grâce à une enquête totalement étrangère à la leur. Sur une écoute téléphonique datant de plusieurs semaines après le meurtre, on entend Shirley Withers discuter du crime. Withers révélait qu'elle était sûre à 99,9% de savoir qui avait tué Shellard et qu'il s'agissait de deux drogués notoires. Elle disait ne pas vouloir dévoiler cette information à la police, qu'elle voulait régler le problème seule. Elle donnait l'impression de vouloir se venger de ces deux personnes. Les enquêteurs envoient un policier infiltré discuter avec Shirley Withers. Le policier est allé rencontrer Mademoiselle Withers. Il s'est fait passer pour un tueur à gages qui avait entendu dire qu'elle pourrait avoir besoin de ses services. Withers s'est montrée intéressée dès le départ. Withers explique au policier qu'elle cherche une personne capable de s'occuper de Kalynokos et de Stoupas. Elle voulait qu'il souffre autant que son mari avait souffert. Lors des rendez-vous suivants avec l'agent infiltré, Shirley Withers lui verse une avance de 3 600 $ pour qu'ils mettent leur plan à exécution. Au cours du mois suivant, les enquêteurs mettent sur pied un plan pour savoir ce que Shirley sait réellement sur la mort de son petit ami. On a décidé que l'agent infiltré rencontrerait Mademoiselle Withers et lui annoncerait qu'il avait bel et bien exécuté les deux cibles, Kalynokos et Stoupas. Mais pour que ce plan fonctionne, le couple doit disparaître de la circulation et faire le mort. Il fallait à tout prix arrêter Kalynokos et Stoupas avant la dernière entrevue. Une équipe d'enquêteurs les place en garde à vue suite à un contrôle routier et s'arrange pour que ni la famille, ni les amis, ni les médias ne soient informés. À la brigade criminelle, le couple est interrogé sur ses relations avec Shirley Withers et Peter Shellard. Kalynokos et Stoupas ont déclaré avoir rencontré Withers dans un cabinet médical de Brighton. Kalynokos et Stoupas y suivaient un traitement pour leur addiction à la drogue. Ils ont discuté avec Shirley Withers et ont sympathisé. Shirley et Sophia s'étaient vraiment liés d'amitié. Shirley lui offrait régulièrement des vêtements de grands couturiers et d'autres cadeaux. Selon Kalynokos et Stoupas, Shirley avait un secret, quelque chose que Shellard ignorait probablement. Shirley Withers consommait de la drogue par intraveineuse. Elle prenait des amphétamines. Mais cela ne fait pas d'elle une meurtrière. Les enquêteurs sont encore loin de résoudre cette énigme, mais ils prennent un bon départ. Kalynokos et Stoupas sont d'accord pour se mettre à table. Ils avaient compris que la partie était terminée et qu'ils avaient tout intérêt à se montrer coopératifs et à nous dire ce qu'ils savaient sur les événements de cette soirée. C'était inespéré. Quelle distribution! Un adepte du bondage,
un accro au speed et un couple de camés que Shirley voulait apparemment supprimer. Mais une question essentielle demeure sans réponse. Pourquoi donc Peter Shellard a-t-il été tué? Stanley Kalinokos et Sofia Stoupas, tous deux suspectés d'avoir tué Peter Shellard, admettent avoir joué un rôle dans la mort du multimillionnaire. Et ils déclarent à la police que leur amie Shirley Withers se plaignait souvent du fait que Peter la maltraitait. Il aimait le bondage, mais pas elle. Il la forçait à s'adonner à des activités qui ne lui plaisaient pas. Mais ce n'est pas la seule chose qui préoccupe Shirley. Mademoiselle Withers a également dit à Kalinokos et à Stoupas que Shellard était sur le point de vendre la maison qu'elle occupait. D'après Kalinokos et Stoupas, Shirley voulait se venger. Son plan? Que tous les trois entrent dans la maison, immobilisent Peter et le forcent à signer les documents avant de repartir. Elle leur a demandé de l'aide pour donner une leçon à Peter. Elle avait décidé de l'attacher pour lui montrer l'effet que ça faisait que d'être soumis au bondage contre son gré. Elle voulait aussi lui faire signer des papiers pour mettre la maison à son nom et ainsi empêcher la vente. Le 7 mai, à l'aube, Withers, Kalinokos et Stoupas entrent dans Rose Craddock équipés de menottes, de cordes et d'une seringue remplie d'héroïne. La drogue devait le maintenir calme, car elle avait prévu de le ligoter pour le forcer à signer les documents. I think he's lying in his bed. She's just jumped on him with a pillow. He was putting up a screaming fight. I was just sort of standing there, couldn't believe what's happening. I was concentrating on trying to beat. Finally managed to get his legs tied up, and he's sort of yelling, "What do you want? The money's over there," like, and he's pointing at this drawer. We said, we didn't want any money. Pendant la lutte, Shellard parvient à mordre un doigt de Sofia, provoquant un saignement. Pour faire lâcher prise à Peter Shellard, elle s'est emparée d'un objet, on ne sait toujours pas quoi exactement. Mais il s'agissait d'un objet assez lourd et a frappé Shellard à la tête à plusieurs reprises. Suite aux coups répétés, Shellard s'évanouit. Le petit groupe s'est ensuite rendu dans la cuisine pour discuter de la suite des événements. Pendant que Sofia fume une cigarette, Shirley élabore un nouveau plan. Withers a dit qu'elle allait lui donner quelque chose pour le calmer. Elle a quitté la cuisine avec son sac à main et Stoupas et Kalinokos pensent que c'était pour aller lui injecter l'héroïne. Les trois complices quittent Rose Craddock et alors que chacun s'apprête à rentrer chez soi, Withers fait une requête étonnante. Shirley Withers a demandé à Stoupas et à Kalinokos de lui donner leurs vêtements pour qu'elle s'en débarrasse. Craignant un coup monté de la part de Shirley, le couple refuse. Le lendemain matin, il retrouve Shirley à un casino avant de retourner à Rose Craddock. D'après Kalinokos, l'objectif était de forcer Shellard à signer l'acte notarié pour la maison de Shirley, puisqu'il n'avait pas pu le faire la veille. Mais à nouveau, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Stoupas affirme que Withers lui a ordonné d'introduire le suppositoire rempli d'oxycodone dans le rectum de Shellard pour le maintenir inconscient. Ce faisant, Withers a eu le temps de rentrer chez elle, d'aller au travail et de se forger un alibi en béton. Le soir, elle s'est rendue chez Shellard et a mis en scène la découverte du corps comme si de rien n'était. Puis ils ont quitté la maison et ne sont jamais revenus. Quand le couple apprend que Shellard est mort, ils sont stupéfaits. Tous les deux ont affirmé avoir été très choqués et ils ont été pris de panique. Jamais ils n'ont eu l'intention de le tuer.
Kalynokos prétend avoir essayé de contacter Withers, mais celle-ci refusait de lui parler. Elle a rejeté tous ses appels, ou n'y répondait simplement pas. Le relevé des appels confirme sa version. Ces gens se parlaient quasiment tous les jours avant le drame. Ensuite, il n'y a plus aucun contact. Les enquêteurs récupèrent les bandes des caméras de surveillance du casino et trouvent ce qu'ils cherchent. Shirley Withers portait souvent des chapeaux. Et sur la bande, on aperçoit clairement un grand chapeau agrémenté d'une plume. Ça ne pouvait être qu'elle. C'est une première étape importante pour lancer des poursuites contre Shirley. Mais les enquêteurs ont besoin de plus. Ce qu'ils obtiennent lorsqu'ils montrent des photos de la scène de crime à Kalynokos et à Stoupas. Ils ont été sidérés en voyant les photos. Ils ont pris conscience que la scène de crime avait été trafiquée et que la chambre n'était pas dans le même état qu'ils l'avaient laissée. La police soupçonne Withers d'être retourné dans la maison et d'avoir créé une toute autre mise en scène. On pense que Mademoiselle Withers est arrivée entre 30 minutes et 1 heure avant d'appeler la police. Elle a pris le temps de modifier la scène du crime, de changer certains objets de place et de créer une scène de bondage. Je ne pense pas qu'ils avaient imaginé un seul instant à quel point Withers pourrait se montrer fourbe et malhonnête. Tous les indices tendent à désigner Withers comme la meurtrière. Mais à présent, les policiers doivent le prouver. Il nous fallait montrer qu'elle avait l'intention de tuer M. Shellard et qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un malencontreux accident qui aurait conduit à sa mort. Ce complot retors ne peut être le fruit que d'un esprit des plus pervers. En fait, cette histoire est tellement bizarre et ridicule que certains craignent que le jury soit incapable d'imaginer Shirley responsable d'une telle machination. Toutefois, une chose est sûre, un procès mémorable est sur le point de s'ouvrir. La police pense que Shirley a orchestré le meurtre de son petit ami Peter Shellard. Mais encore faut-il le prouver. L'avocat de Shirley est arrivé à la brigade criminelle et a discuté avec sa cliente. Elle a choisi d'exercer ses droits et de ne faire aucune déclaration. Le dernier chapitre de cette folle histoire captive le tout Melbourne. Les gens ont été surpris lorsque Shirley a été arrêtée. Car le lendemain de la découverte du corps de Shellard, elle avait fait une déclaration en larmes, disant qu'elle aimait Peter, que c'était un homme merveilleux, qui avait aidé beaucoup de gens. Elle ne comprenait pas qui avait pu vouloir sa mort. Mais la police sait que Shirley avait de nombreuses raisons de lui en vouloir. Après un examen approfondi de ses finances, les enquêteurs découvrent qu'elle volait de l'argent à Shellard depuis des années et que son manège venait d'être découvert. Nous avons pu établir que Mademoiselle Withers avait volé plus d'1 million de dollars à M. Shellard. Shellard avait généreusement offert à Shirley sa boutique de vêtements, mais celle-ci s'est révélée une piètre femme d'affaires. Les livres de compte apprennent aux policiers qu'elle renflouait les pertes de sa boutique en volant de l'argent à Shellard. De grosses quantités d'argent liquide avaient été transférées depuis un compte d'investissement sur un compte bancaire, avant d'être retirées. Et Shellard a le pouvoir de mettre Shirley à la rue. Peter Shellard était le propriétaire du bâtiment et comme la boutique de Shirley était en péril, il s'est demandé comment il allait le réutiliser. Il pouvait bien sûr vendre la maison de Shirley Withers. D'après son avocat, Shellard avait récemment découvert la vérité au sujet de Shirley. Peter Shellard a découvert qu'environ 100 000 $ avaient disparu. Et il voulait attaquer Withers en justice pour le vol de cet argent. Mademoiselle Withers savait qu'il allait commencer à mettre son nez dans ses affaires et qu'il ne s'arrêterait pas avant d'avoir le fin mot de l'histoire. Elle l'a tué pour l'en empêcher. Le 8 novembre 2006, Stanley Kalynokos et Sofia Stoupas plaident coupables d'homicide involontaire. Tous deux sont condamnés à 6 ans de prison. 6 mois plus tard, le procès de Shirley débute, suivi de près par toute l'Australie. Cette affaire était vraiment intrigante. Un richissime homme d'affaires
quasiment haï de tous, se fait tuer par sa compagne, qui, avant de le connaître, n'avait pas un sou. Elle ne le supportait plus et l'a tué. Pour sa défense, Shirley Withers a prétendu que ce n'était pas elle qui avait causé la mort de Shellard, mais Sophia. Le problème qui se posait, c'était de savoir si le jury allait croire la version de Stan Kalinokos et Sofia Stoupas à propos des circonstances de la mort. Je ne pense pas que ce soit de mauvais bougres. Ce sont juste deux toxicomanes, pas forcément très intelligents, qui se sont fait duper par Shirley. Shirley Withers a manipulé Stanley et Sophia. Elle ne leur a jamais dévoilé ses véritables intentions et elle est retournée dans la chambre pour injecter de l'héroïne à son petit ami qui était ligoté. Les analyses toxicologiques montrent que Shellard est mort quelques minutes après l'injection d'héroïne. L'un des objectifs principaux de cette incursion dans la maison était de lui faire signer des documents. Mais il ne les a pas signés. Il n'en a jamais eu l'occasion. Shirley Withers est condamnée à 26 ans de prison pour meurtre avec préméditation et incitation au meurtre. Elle pourra être placée en liberté conditionnelle à partir de 2023. Peter adorait la publicité faite autour de lui. Et s'il avait dû mourir jeune, mais dans d'autres conditions, je crois que tout ce tapage ne l'aurait pas dérangé. Peter Shellard fait de nouveau les gros titres. Dans son testament, il lègue sa fortune de 15 millions de dollars à ses 3 filles. Et en guise d'ultime affront, il ne lègue à ses ex-femmes qu'un ridicule dollar à chacune. C'était Dominique Dunn. Merci de nous avoir suivis.